dans le vif du sujet, très rapidement, l'intelligence artificielle, on va pas redéfinir, très rapidement, c'est tout ce qui permet de reproduire les comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification, la créativité. Source, donc ça c'est un site officiel du Parlement européen. L'IA générative, qui a fait beaucoup parler d'elle ces 3 dernières années, hein, c'est la génération de créativité par l'intelligence artificielle. Donc génération de contenu, du texte, du code informatique, des images, des vidéos, de la musique. Il y a un impact fort sur le marché du travail, hein. Pascal Grimwreck, chercheur principal à l'Organisation internationale du travail, dit qu'il y a un emploi sur 4 qui est à risque de transformation par l'IA générative. Donc c'est une vague très importante qui offre beaucoup d'opportunités et aussi un besoin, je dirais, d'adaptation. Ça va très très vite. Ce qu'on a listé ici, c'est un panel des solutions d'IA générative. Alors j'ai un léger délai sur le slide, ça va s'afficher, je pense, dans quelques instants. Et d'ailleurs, pour compléter les différents, enfin le support, on vous a prévu plusieurs sondages, donc des sondages qu'on lancera au fur et à mesure. Soit vous l'avez sur votre écran directement, soit vous l'aurez dans la conversation, donc dans les messages. N'hésitez pas à remplir pour qu'on puisse avoir plusieurs infos, plusieurs outputs, voilà, qu'on puisse vous partager ensuite dans un second temps. Alors, les solutions d'IA générative, vous en voyez afficher à l'écran un certain nombre de solutions. Alors, c'est extrêmement riche, hein, ça foisonne tous les jours, je dirais, dans tous les sens. Il y a les modèles sources les plus puissants, les plus connus, ce qu'on appelle les frontières modèles, donc ChatGPT, Claude, Anthropic, Gemini, la solution de Google. C'est un peu le cœur de l'intelligence de l'IA générative. On va retrouver un champion français qui a beaucoup fait parler de lui, qui est Mistral. Des IA comme Grok d'Elon Musk qui sont beaucoup moins bridés, qui se placent pas mal dans le classement. Un petit qui a un peu fait effondrer les capitalisations boursières en début d'année, qui est DeepSeek, qui a offert un modèle open source sous licence MIT. Donc ça a remis un peu en cause le modèle de capitalisation de l'IA générative. Donc tout ça, c'est les modèles sources. Alors ils sont soit propriétaires et fermés, comme ChatGPT Cloud, soit open source sous licence, comme Meta, Llama, c'est la solution Facebook de Mark Zuckerberg, soit complètement ouvert, comme DeepSeek, qui est tout à fait puissant. Et après, on a une panoplie d'outils, énormément de déclinaisons pour faire de la génération d'images, hein, avec DALL-E, ChatGPT, Midjourney, de la collection de sources avec des solutions comme Perplexity, qui permettent de s'assurer qu'on n'a pas de déformation des sources. On va appeler d'autres modèles d'IA générative par la suite. On a des IA qui aident à coder, comme GitHub Copilot ou AWS Code Whisperer, ou des modèles d'IA chez OpenAI qui s'y prêtent bien. La génération de vidéos, on fera des petites démos juste après. Sora d'OpenAI qui est très impressionnant. Google qui a été encore plus violent par la suite avec VO3 qui permet de générer un film à partir d'un prompt d'IA. Des solutions qui sont un peu à la frontière qui permettent de plus en plus de mener un projet de bout en bout avec l'IA qui sont vraiment des nouvelles solutions qui marchent pas tout à fait bien mais ça progresse tous les jours comme Manos qui a fait beaucoup parler de lui parce que c'est toute une panoplie d'agents IA pour développer un projet de bout en bout. Et enfin, l'IA qui s'intègre à des outils d'automation simples, donc du workflow automation dans lesquels on va ajouter de l'IA comme N8N, Zapier et Make. On va un peu détailler tout ça un peu plus dans le détail. C'est une concurrence impitoyable de ces modèles-là, donc on est en pleine violence du capitalisme. Si on regarde certains benchmarks entre la puissance et le coût de ces modèles, on voit que OpenAI avec les modèles 4, 5, O3 se placent bien dans le cadran, ils sont en haut à droite, c'est les modèles les plus puissants, mais ils sont assez coûteux. On voit que des modèles comme Gemini portés par Google, ils sont en termes de puissance un peu plus forts et moins coûteux. Alors c'est un peu, ça peut être logique d'un point de vue stratégique. Google peut se sentir menacé par l'apparition de ces nouveaux acteurs hein, et va mettre les bouchées doubles pour garder sa position de leader dans le digital. Un peu au milieu de ce cadran, je ne sais pas si vous voyez un peu mon curseur à l'écran, il y a de l'open source. Llama, c'est la solution Facebook, est très puissant et un peu moins cher et open source. Et on a DeepSeek qui se positionne plutôt bien en rapport qualité-prix. Et encore une fois, c'est complètement, c'est open source et sous licence MIT, donc libre de droit.
Et ce qu'il faut pas, ce qu'il faut regarder aussi dans ce classement-là, c'est les petits modèles. Typiquement, Llama, 8 milliards de paramètres 3.1, ou Gemma, Ministral, c'est des modèles qui peuvent tourner sur un ordinateur. Et ces modèles-là, bon, en fait, ils ont un rapport qualité-prix qui sont très intéressants sur des choses, des usages qui sont beaucoup plus simples, donc faut pas les oublier. Alors, on me demande qu'est-ce que l'Arena Score? Donc, c'est un classement où c'est les humains qui votent. Donc, il y a vraiment au niveau mondial des centaines de milliers de répondants et ils votent à l'aveugle pour ces modèles-là. Et on déduit sur différents cas d'usage la performance de ces différents modèles d'IA générative. On vous enverra le lien après la présentation à l'Arena Score qui permet de voir à la fois les modèles les plus puissants et aussi découvrir directement ces différents modèles enfin, voilà, en continu. Alors, je sais que vous demandez plein écran, mais on a un peu bloqué sur le. C'est quelque chose qu'on améliorera la prochaine fois pour afficher en plein écran. Euh, Christophe, je te laisse prendre la main. Ouais, absolument, merci. Merci Grégoire. Bonjour à tous. Alors moi je suis effectivement formateur en maths certif, mais pour certains d'entre vous le savent aussi, je suis aussi consultant et consultant Colibri. Donc voilà, c'est pour ça que je m'occupe un peu de cette partie-là où on se dit finalement est-ce que l'IA c'est un levier stratégique pour les consultants? Ah, vous vous doutez de la réponse. Moi ce que je me posais comme question et certainement comme vous aussi, mais finalement très bien, mais pour faire quoi? En tous les cas, pour servir quel objectif? Donc j'en ai centralisé quelques-uns sur ce slide-là. On pourrait se dire, moi j'ai besoin d'IA pour faire plus sans recruter. Si je veux rester dans ma condition de consultant indépendant, je veux augmenter ma capacité de production. Et c'est vrai que l'IA, ça peut être un copilote, hein, ça peut être une aide qui va vous accompagner pour pouvoir produire plus facilement, pour pouvoir faire tout simplement de la prise de notes, des comptes rendus, des analyses qui vont vous faire gagner du temps. La vitesse d'analyse, justement, hein, c'est le deuxième objectif, réduire les cycles de recommandation. C'est entre le moment où vous allez avoir des données de vos clients et le moment où vous allez ressortir, vous, des recommandations. Alors, on sait très bien qu'on passe un temps masqué hyper important pour travailler ces sujets-là. Et là aussi, l'IA, ça va vous permettre d'accélérer. Donc là, on est dans des notions, deuxième, de temps, hein, de gain de temps surtout, où on va essayer de réduire finalement nos timelines de projet. Le troisième, c'est proposer des offres à force valeur ajoutée. L'idée là, c'est quoi? C'est que je veux ou augmenter mon win rate, hein, le taux de proposition que je gagne, ou aussi de relever mes TJM, parce que j'amène un peu plus de valeur. Et donc, je suis en capacité aussi de présenter des offres qui seront mieux, plus vendables. L'objectif suivant, ce serait industrialiser la prospection et le marketing. En fait, ce qu'on fait souvent assez mal, hein, c'est que globalement, et on sait bien que c'est difficile de produire et de prospecter en même temps, hein, et que souvent on fait ça de manière complètement décalée. C'est-à-dire que quand on produit, on prospecte pas, et puis quand on n'a plus rien à produire, on s'excite parce qu'il faut se prospecter. Là, l'idée, c'est de pouvoir le faire dans un cycle plus continu. Abaisser les frais fixes. Ça, c'est votre administration des ventes. C'est bien. Hein. Il y a déjà si certains sont sur des nanobanques, ils ont déjà vu qu'il y a un tas de services comme ça qui peuvent faciliter les facturations, les les suivis de comptabilité, etc., etc. Les relances de clients, etc. Il y a une notion auquel souvent on met un peu sous le tapis parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, c'est sécuriser sa propre responsabilité personnelle sur ses missions. Là, l'avantage, c'est que avec un certain nombre d'outils, vous allez aussi pouvoir, en tous les cas, être au courant de la responsabilité qui vous engage sur les missions sur lesquelles vous allez postuler, hein, ou en tous les cas, vous proposez une intervention, et de manière assez pointue et spécifique, et en vous passant finalement d'équipe juridique. Auparavant, si vous aviez à le faire, vous passiez un coup de fil à votre avocat, et vous savez le tarif dès que vous décrochez le téléphone. Hein. Là aussi, vous allez pouvoir assez rapidement contourer un problème, ou en tous les cas, savoir de quoi vous seriez responsable dans tel type de mission. Et puis en apprentissage, bien sûr, rester à la pointe, la compétence, on sait bien, c'est aussi un autre nerf dans la guerre. Et aussi, hein, l'IA, c'est un copilote de votre formation en continu.
Et vous pouvez acquérir un tas de notions, de compétences, de connaissances que vous n'aviez pas auparavant et qui sont facilement accessibles. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail de ces sujets-là, Grégoire, tu peux basculer sur le slide d'après, s'il te plaît. Ça lag. Alors, Christophe, oui, c'est fait, c'est un lag. Donc, D'accord. on est sur le slide après depuis à peu près 10 secondes. Bah, on a une petite question. Je sais pas si tu l'avais déjà lancée, Florian, d'ailleurs, la question 4, là. Donc, FR, à ce moment-là, on peut la lancer en même temps, le temps que ça se mette à jour. Ouais, la question 4, elle arrive. Elle est là. Voilà. Là, je vois les choses un peu différemment. En tous les cas, je vous le présente un peu différemment. C'est plutôt sous le cycle de vie du consultant. Avec, je vous le disais tout à l'heure, la prospection qui est plutôt une idée d'avoir un flux continu, hein, pour éviter justement ces pics où vous avez plein de travail et puis après il se passe plus rien. Donc le pipe régulier, ça s'automatise et ça peut être hyper avantageux dans le temps pour vous. Et puis après, dans le temps 0 au temps 8, en fait, c'est toutes les étapes que vous franchissez, vous les connaissez par cœur, hein. Qualification du lead. Quand j'ai besoin de valider un besoin, de valider un budget, un décideur, un délai, etc., là aussi, si je peux le faire étant accompagné, ça risque d'être plus précis. Diagnostic découverte. Si je dois comprendre ce qui se passe dans l'environnement de l'organisation, dans l'organisation en elle-même, je vais pouvoir avoir un certain nombre de données beaucoup plus rapidement pour savoir dans quel contexte je suis. Proposition, scoping, périmètre, livraire, planning, les honoraires associés, tout ça, je vous passe rapidement. Négociation contrat, même sujet, hein, je peux sécuriser effectivement le prix, la propriété intellectuelle, les paiements, tout ça, ça peut être aussi prévu dans vos contrats, dans vos propales, d'une manière plus efficace et en tous les cas plus adaptée mission par mission. Dans la partie kick-off projet, quand on dit aligner les parties prenantes, c'est que vous allez souvent discuter, interviewer, et tout ça, il va falloir en sortir des synthèses, comprendre les axes de travail, déminer les situations un peu complexes. Bien, là aussi, si vous avez la capacité de prendre du recul et que vous perdez pas votre temps à la prise de notes, à l'analyse de ce qu'on est en train de vous dire, vous aurez du temps pour réfléchir à ces situations. L'exécution, production des slides, entre autres, hein, mais l'analyse de données, bref, tout ce que vous avez à livrer. Suivi et pilotage, là, c'est dans votre gestion de projet de PMO, tout simplement. La clôture, où souvent on n'est pas toujours non plus très très bon dans le sign-off, dans transférer les connaissances, dans justement pouvoir donner accès à tout ce qui a été créé pendant la mission. La capitalisation, on dit, c'est pas, là aussi ça peut s'automatiser, ça peut se préparer en avance sans que vous soyez obligé d'y passer 2 jours à la fin de votre mission. Et puis quelque chose qu'on fait mal, en tous les cas moi, c'est effectivement le suivi de post-mission et la finalisation, hein. Recommandations, solliciter des témoignages, écrire les credentials sur les missions. Bon, on le fait quand on a le temps, autant vous dire qu'on le fait jamais. Et là aussi, pourtant, c'est ce qui prépare finalement demain. C'est aussi une alimentation. Je reviens au début de la prospection. Bon, maintenant qu'on s'est dit ça et que globalement vous voyez aussi chez vous quelles seraient les meilleures étapes, ou en tous les cas les étapes sur lesquelles vous voudriez aller en priorité quand vous utilisez l'IA, parce que je crois qu'un des jeux ou un des, en tous les cas, un des aspects importants, c'est que vous pourrez pas aller sur tous les sujets. Donc il va falloir choisir vos combats et en tous les cas vous dire au départ, moi, mes faiblesses, elles sont plutôt dans ces temps-là, du cycle. Elles sont par rapport aux objectifs qu'on a vus précédemment, mes objectifs prioritaires 1, 2 et 3, c'est cela. Et là, allez à fond pour vous équiper, pour vous outiller, pour gagner en justesse, en valeur et en timing. Je te repasse ça, Grégoire. Oui, merci Christophe. Merci pour
donc pour le cycle de vie des missions et les pourquoi de l'IA générative. Alors, ce qu'on vous a préparé, c'est un pack d'outils sur différents périmètres, donc veille, cadrage, analyse, gain de productivité, automation aussi. Donc, vous avez beaucoup d'outils présentés. Donc, on va alterner avec Christophe sur ces présentations d'outils. La première, c'est veille et cadrage, c'est un peu tout ce qui est vraiment recommandation, réflexion. Donc, veille sectorielle, réglementaire, benchmarking, brainstorming avec l'IA, recherche de documentation express. L'impact pour vous, c'est un gain de temps, c'est de la créativité. Alors, il faut garder un esprit critique sur ce qui est proposé par l'IA. Je pense que de plus en plus, on va se faire avoir parce que les outils sont extrêmement puissants. Et de temps en temps, il faut garder l'expertise métier pour être certain que dans ce qui est proposé par l'IA, il n'y ait pas voilà, il y ait pas de mauvaises recommandations, voire d'hallucinations. On sait que ce sont des outils qui peuvent halluciner. Alors nous, de manière assez simple, hein, ce qu'on vous propose ici simplement, c'est quelques outils. ChatGPT Plus, donc la version payante, qui est à peu près 24 € par mois, elle vous donne accès aux modèles les plus avancés d'OpenAI. Donc on peut lister O3, O4 Mini AI et la fonction Deep Research. O3, c'est les nouveaux modèles d'IA générative. Ils permettent de réfléchir et de se challenger. C'est-à-dire que les modèles O1, O2, O3 vont faire plusieurs boucles, vont réfléchir, se challenger, générer, rechallenger ce qu'ils génèrent, donc ils vont boucler plein de fois. Et la pertinence de ce qui est généré est beaucoup plus puissant. L'autre fonctionnalité alors je ne sais pas si sur le chat certains d'entre vous l'utilisent, c'est la fonction Deep Research d'OpenAI. Donc dans l'abonnement de ChatGPT+, l'IA va générer un rapport sur 30 minutes d'analyse. Donc vous allez lancer, par exemple, vous voulez je sais pas quoi, l'impact en marketing de telle technologie sur tel segment de marché. Vous allez avoir un certain nombre d'échanges avec l'IA au début pour cadrer votre besoin. Vous allez choisir un modèle d'IA associé, donc comme par exemple O3 qui est le plus puissant, où l'intelligence artificielle va réfléchir pendant 30 minutes et va vous livrer à la fin un rapport clé en main de 15-20 pages par exemple, donc sur le sujet que vous avez demandé. Donc tout ça, c'est OpenAI ChatGPT. Peut-être ce que je peux faire simplement, c'est de partager l'interface. Je ne sais pas sur chat si certains d'entre vous utilisent déjà O3 et Deep Research sur le chat. C'est du connu de votre côté. Sur le chat, si c'est déjà connu. Oui, me dit Ouais. Émeric, oui. Quels sont les apports différenciants de la version payante? Donc, on a vraiment un gain sur les modèles en termes pas de réflexion, de complexité. C'est-à-dire que, encore une fois, les modèles de base, il faut les piéger assez facilement. Si vous demandez quelque chose qui n'a pas de sens, le modèle va vous répondre. Alors, je vais juste essayer de partager mon écran ChatGPT. Voilà, partager les fenêtres et je vais partager mon écran. Alors, j'espère que c'est le bon. Vous voyez mon écran? Ça Voilà. bien. Très bien. Alors, On voit donc, de du notre coup, ce que côté. vous avez dans les versions payantes, hein, si on prend OpenAI, qui encore une fois, c'est la première solution, euh, ChatGPT, c'est le modèle de base, donc c'est la version la plus récente, la plus puissante. Donc, quand vous allez lui poser des questions, simplement, elle est plus pertinente, elle répond de manière plus efficace. Mais O3, c'est du raisonnement avancé. Quand vous lui posez une question, elle va raisonner plusieurs fois sur votre question. Vous pouvez d'ailleurs afficher les modalités de raisonnement. Et encore une fois, par rapport aux questions que vous posez, c'est beaucoup plus pertinent. Il y a moins de risques d'hallucination. Et donc, ça permet d'avoir des résultats de meilleure qualité. Donc, quand vous avez les abonnements payants, vous pouvez choisir entre les différents modèles. Et l'autre fonction qui est très appréciable, c'est en bas. Là, vous avez une petite loupe rechercher. Donc, c'est ça la fonctionnalité Deep Research. Quand vous lancez ça, le Deep Research, c'est bien ça, hein, je suis bien sur Deep Research. C'est ça, voilà. Ouais. Donc on peut en lancer, c'est limité en fonction de nombre de générations. Là, moi, j'en ai qu'une vingtaine par mois donc, dans cet abonnement, parce que ça demande énormément de puissance de calcul. Et l'IA va générer pendant 30 minutes un rapport total sur la question ou l'étude que vous lui demandez. Alors de temps en temps, ça plante. Ça va pas jusqu'au bout, ça explose en vol, hein, parce que la puissance de calcul est trop forte, donc il faut simplifier votre demande.
Mais à nouveau, les résultats générés sont assez impressionnants. C'est un gain de temps. Ça cite les sources de manière fiable. Et donc, du coup, c'est un très bon outil. Voilà. Ça, c'est côté OpenAI. Le deuxième outil que je voulais vous présenter très rapidement, c'est Perplexity. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent Perplexity. Perplexity, c'est pas un modèle LLM en tant que tel, hein, c'est-à-dire que l'intelligence Perplexity appelle les autres modèles derrière, donc ils peuvent utiliser DeepSeek, OpenAI, enfin les autres modèles derrière. Et en fait, la finalité de Perplexity, c'est que ça cite les sources. Donc l'intérêt de Perplexity, c'est que toutes vos sources sont tracées et du coup, il n'y a pas de risque d'hallucination. En tout cas, vous pouvez vérifier. Voilà, si je demande quelles sont les méthodes agiles les plus reconnues alors, en agilité à l'échelle, par exemple. Voilà, c'est pas très bien écrit. Je fais rapidement parce qu'on a essayé d'aller assez vite. Donc, il va rechercher, il va générer. Il sort safe en premier, ça tombe bien, c'est plutôt cohérent. Ce qui est important derrière, c'est qu'il va citer les sources. Donc, vous pouvez cliquer sur le 1, 2, 6 qu'on voit là, et il vous remonte des sources officielles. Donc, ça vous permet rapidement d'aller vérifier ce qu'il dit et de vous assurer, un, qu'il hallucine pas, et deux, que les sources qu'il utilise en termes de réflexion, ce sont les bonnes, et donc qu'on n'est pas en train de raconter n'importe quoi. Alors, à nouveau, il faut toujours se méfier des modèles d'IA. Moi, je me suis fait avoir la semaine dernière avec O3 sur des textes de loi. Je lui ai demandé de vérifier une texte de loi, parce qu'on me demandait quelque chose, ça me semblait un peu étrange. O3 m'a dit noir sur blanc que ce qu'on me disait était exact, alors que c'était faux. Mais il a bouclé, alors que c'est un modèle extrêmement avancé en raisonnement. Il est très très fiable, troublant en termes de performance quand on lui demande plein de choses. Mais il y a toujours le moment, le risque où ce modèle-là va commencer à dérailler. Et donc il faut garder son esprit critique. Et finalement, c'est Perplexity plus aller regarder le texte de loi dans la Légifrance, hein, d'aller regarder les sources, qui m'a permis de valider que ce qu'on m'annonçait n'était pas vrai et que c'était une mauvaise interprétation de la loi. Donc ce qui est important toujours, hein, c'est que les outils sont très 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 puissants. Gardez votre esprit critique, utilisez différentes sources, challengez les réponses données par l'IA pour être sûr, ça va arriver de plus en plus, hein, de ne pas raconter de bêtises. Puis encore une fois, c'est le risque, hein, c'est toujours de re-challenger, reformuler selon mon expérience. Alors, il y a Joumana qui me dit que Perplexity, c'est moins puissant que OpenAI. Alors, c'est pas les mêmes modèles derrière. Donc, encore une fois, hein, en fonction du cas d'usage, on n'a pas les mêmes résultats. Perplexity utilise plein d'autres types d'IA en back. Donc, ça dépend. Donc, ce qui est intéressant, hein, partagez vos expériences par chat parce que on a tous des expériences un peu différentes. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça, hein, c'est de changer d'outils, de challenger, de les benchmarker en continu et surtout de garder l'esprit critique, votre esprit critique, lorsque vous utilisez ces différents outils. Alors, je suis en train de jongler entre les interfaces. Je suis en train de revenir sur le PowerPoint. Gemini, c'est intéressant. Il a une fenêtre de contexte très très grande. Il peut retenir plus de 200 000 tokens. C'est énorme. C'est quasiment, c'est pas un bouquin, mais pas loin. Quand vous parlez avec une IA, plus vous parlez avec elle, plus elle va oublier à un moment les échanges. C'est ce qu'on appelle la fenêtre de contextualisation. Gemini, il a la plus grande fenêtre de contextualisation. Donc, si vous voulez écrire un roman, par exemple, ça va être intéressant parce qu'il va pas oublier la conversation au fur et à mesure qu'on échange, qu'on fait des échanges. D'accord? Alors ça, c'est pour un peu tout ce qui est veille et cadrage. Christophe, je te passe la main sur le slide. Alors, Voilà. ouais, super. J'allais dire, on voyait plus les slides et il y avait la remontée aussi en commentaire. Mais c'est bon, ça fonctionne. C'est bon? Ça refonctionne. Ouais. Oui, nous là. Je pense Ok. pour les autres, hein, n'hésitez pas à le dire. C'est OK. Yes. Est-ce que Christophe, tu vois l'écran du coup sur Ouais, gestion moi, de projet? bon. Ouais. Moi, je C'est vois bon, l'écran on y va. également. Ouais. Oh, super, ouais, c'est revenu. Donc le deuxième point qu'on voulait aborder dans ce pack de démarrage, c'est la partie gestion de projet, suivi, compte rendu, avec traduction, parce que si vous travaillez dans des contextes internationaux et que vous devez vous amuser à faire effectivement des supports dans plusieurs langues, c'est peut-être pas forcément que en anglais. Bah, c'est vrai que maintenant, on a aussi cette capacité de le faire très rapidement avec DeepL, par exemple, qui est une appli qui est assez extraordinaire parce que
elle va contextualiser ce que vous lui racontez, c'est-à-dire que selon le domaine dans lequel vous êtes ou le sujet que vous êtes en train de traiter, elle va s'assurer d'utiliser un glossaire adapté. C'est-à-dire que vous allez vous allez être donc du coup beaucoup plus précis dans la traduction que si vous utilisiez un dictionnaire, j'allais dire un peu généraliste, où globalement les termes que dont vous pourriez avoir besoin, qui peuvent être un peu techniques, bah, il ne les reconnaîtrait pas. Bon, qu'est-ce que vous apportez l'IA? On se doute bien qu'effectivement, sur la partie planif, replanification, j'allais dire, prévision, liée en même temps à mon budget, à des risques que j'ai pu identifier, tout ça, ça peut être traité par l'IA sans que vous ayez, en tous les cas, y passer des heures. Le suivi des temps des tâches, c'est la même idée. Hein. Moi, les plans d'action, par exemple, j'utilise une appli dans laquelle, quand je démarre une mission pour faire les premiers plans d'action que j'ai à mener avec les équipes, je ne pars pas d'une feuille blanche, je demande automatiquement la plupart du temps à un ChatGPT de me préparer à un plan d'action en 10 étapes sur tel ou tel démarrage de mission. Ça me permet, ça ne veut pas dire qu'il va toujours me donner les bonnes indications. En tous les cas, il va me donner des idées, parce que des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Ça me permet d'avoir vraiment un assistant qui me challenge, en fait, finalement. Dans le suivi de des comptes rendus, dans l'analyse, justement, là aussi, d'actions que vous pourriez devoir suivre auprès des uns et des autres. Ça aussi, c'est tout un intérêt de le faire avec des outils. FatHome, par exemple, Florian là, a démarré en début de séance. Hein. FatHome, c'est une appli qui est utilisée, qui fait des super comptes rendus avec non seulement une synthèse de ce qui a été dit, mais aussi qui va vous donner les prochaines étapes en fonction de ce qui a été dit pendant la réunion, les actions que doivent mener les uns et les autres, et, qui là va pouvoir être mis en ligne directement chez les participants de cette réunion. C'est ça. Immédiat. Et chez Colibri, on est en train de tester donc ce genre d'outils, que ce soit Fathom ou Sidex, Nota et autres. Et sur les retours qu'on en a, nous, des équipes sales et talent, ça leur fait économiser, ça leur fait gagner au moins 2 heures de travail par semaine, que ce soit sur les suivis clients, sur les récaps de réunions. Ça a beaucoup de valeur ajoutée et je suppose que c'est transposable aussi pour votre quotidien d'indépendant, que ce soit en mission ou non, d'ailleurs. Notion AI, alors je crois que Grégoire, toi tu l'utilises de temps à autre, mais en tous les cas, effectivement, c'est assez bluffant là aussi parce que ça permet quand même de générer des user stories, et vous créez votre backlog de produits en fait, avant, pareil, vous partiez une page blanche en faisant les interviews auprès de vos parties prenantes et vous deviez ensuite les formaliser, ces exigences en forme de user story. Là, le travail va être fait. Donc oui, effectivement, donc l'interface de Notion AI est liée à l'IA générative. Donc on peut gérer un projet. On dit voilà, génère-moi les user stories pour une application qui fait telle finalité. Et il va créer toutes les cartes de user story dans le logiciel et les générer automatiquement. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Ça permet de se poser des questions. Et après, tout l'enjeu, c'est toujours notre esprit critique à faire le tri, à sélectionner. Donc là, c'est directement l'intégration de l'IA générative dans un logiciel de gestion de projet. Et puis je vois Thibaut qui dit dans le chat, hein, on peut aussi lier directement Notion AI avec Google Drive. Et donc du coup, pour reprendre les données partagées, etc., c'est d'une efficacité plus directe également. Est-ce que tu veux, Ouais. Christophe, qu'on accélère sur Oui, le... pardon, que je Ouais, lis. sur le... pour tenir. Production de contenu livrable. Alors là, on se dit tous, ouais, on va enfin pouvoir faire des PowerPoint sans faire de PowerPoint. Bon, c'est pas encore tout à fait ça. On voit bien que dans les différentes applis, les différents outils, vous voyez, cette fonctionnalité existe. Beautiful AI est peut-être celle qui est un peu le plus aboutie à ce stade.
Là aussi, c'est pas non plus, hélas, vous allez devoir la retoucher, hein, vous allez devoir faire des modifications. C'est pas non plus du click and collect. Enfin, dans tous les cas, vous allez quand même gagner du temps. Vous allez gagner du temps parce que ça va vous donner aussi une cohérence sur quand vous faites une présentation qui est pas toujours, qui est fastidieuse souvent à mettre en place. Ça sera fait automatiquement. Donc le contenu, la présentation exactement des cadres comme vous le souhaitez, que vous aviez en tête, il va peut-être pas forcément vous le remettre comme ça, mais en tous les cas, vous n'allez pas partir aussi d'une feuille blanche. Image illustrative vidéo. Bon, vous avez maintenant DALL-E effectivement qui est intégré à ChatGPT. Là aussi, attention, mine de rien, faire des prompts pour faire des images exactement comme vous le souhaitez, c'est pas si simple que ça et ça peut nécessiter quand même de y passer un certain temps. Mais si vous n'êtes pas trop j'allais dire, attente, enfin, si vous n'avez pas un besoin très strict spécifique, ça va vous aider là aussi très vite. Et puis Sora, alors là, pour les vidéos, c'est assez bluffant. Je sais pas si on a le temps, tu voulais peut-être montrer juste deux, trois sujets. On peut essayer de montrer très rapidement la page d'accueil de Sora. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent et la connaissent. Alors, Sora, voilà, on va afficher juste les vidéos de Sora. Donc, c'est la génération de vidéos par, donc du coup, l'IA générative. Alors, arrêtez le partage. Je vais repartager mon écran. Alors, les fenêtres, voilà, Sora. On va regarder les vidéos. Un prompt ou une image. On peut animer une image. On peut être extrêmement créatif sur la vidéo. Donc là, on voit Donald Trump qui fait du violoncelle devant la Maison Blanche, Einstein qui est en train de faire exploser un livre. C'est bluffant de réalisme. On peut animer des images en noir et blanc. Ça peut être extrêmement bluffant de réalisme. Et on voit Lara Croft qui est en train de courir plus vrai que nature. Donc c'est la prochaine étape. Alors c'est extrêmement consommateur en ressources. Je pense pour les professionnels du marketing, c'est aussi une révolution. Donc là, vous pouvez vous taper un prompt et ça génère une vidéo. Alors assez courte, hein, c'est une vidéo d'1 minute. Je sais pas sur chat qui utilise déjà Sora. Nous on l'utilise un peu, mais pas beaucoup. C'est vrai qu'on est plutôt sur du texte, de l'analyse et moins sur la génération de vidéos. Voilà, il y a des gens qui sont plus vrais que nature, hein, qui sont en train de sauter sur place, qui sont donc personne n'existe là-dedans, hein, tout le monde est généré par l'IA, aucune de ces images n'est vraie. Voilà, on voit des plans voilà, encore une fois de personnes plus vraies que nature pour Sora. Très bien, je vais En peut-être bascule. ouais, rebasculer puis peut-être un peu accélérer sur les autres slides. Ouais, si ça te va, Christophe. Oui. Alors, du coup, on va aller un peu plus rapidement. Donc, l'intégration de l'IA avec nous, on a un peu moins fait d'intégration d'IA avec des données, c'est-à-dire l'analyse des données avec l'IA générative. Vous avez Copilot qui est intégré avec Excel, qui peut, par exemple, simplement, en drag and dropant les choses, analyser automatiquement, par exemple, des résultats de données sondage. Donc, vous pouvez faire ça avec l'IA générative intégrée dans Copilot. Alors, à titre personnel, moi, j'étais un peu déçu par Copilot. Je sais pas par chat s'il y a des personnes satisfaites par Copilot. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Hein, c'est un retour personnel, donc ça vaut pas grand-chose. Voilà. Mais vous pouvez avoir donc Copilot intégré à Excel, donc il va générer des calculs, analyser vos tableurs Excel pour vous, générer vos formules de calcul. L'IA et la data. On a la partie code automation. On a parlé de l'automation. Alors, vous avez des outils d'automation. Alors, c'est Make, NU10 et Zapier. Donc là, vous allez drag and dropper des étapes donc sur une interface web. Par exemple, on dépose un formulaire chez vous, vous générez un devis dans Google Sheet. Vous pouvez faire intervenir un agent IA là-dedans, donc pour répondre à vos boîtes mail, par exemple, ou sélectionner des CV. Donc, ça, c'est de l'automation plutôt simple. Ça permet encore une fois d'automatiser des workflows sans savoir coder. Et en plus, là-dedans, donc à la base, c'est des outils qui fonctionnent sans IA générative, mais on peut aussi intégrer de l'IA générative. Dans les choses assez impressionnantes, Lovable permet de générer une appli de bout en bout à partir d'un prompt, donc lovable.dev. Cursor, c'est un environnement de développement full IA, donc qui va vous aider à générer du code dans tous les sens. Alors, c'est pour les gens qui sont plutôt des profils plus techniques de développeurs informatiques. Manus, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui fait appel à l'Agentic AI,
c'est des armées d'IA en mode projet qui vont vous générer un projet de bout en bout. Donc vous cadrez le projet et ils font tout jusqu'au livrable à la fin. Alors le fait est que ça marche pas tout le temps. Alors, heureusement, ça fait un peu peur. C'est en train de se développer. De temps en temps, si on demande un logiciel, on lance l'exec, ça plante. Mais c'est intéressant de suivre ces choses-là, parce que ça évolue au jour le jour. Donc il y a vraiment énormément, voilà, ça bouge énormément. Dernier point, on m'a parlé de confidentialité, c'est un vrai sujet. Donc on a Une on a question aussi des d'ailleurs qui a choses à été partager posée. là-dessus. Oui, sur Ouais. la confidentialité. Alors oui, attention, quand vous travaillez sur un client dans le secteur de la défense et que vous balancez tout dans ChatGPT, c'est une très mauvaise idée. Donc il faut faire attention. Il y a des gens qui ont perdu leur job parce qu'ils ont tout balancé chez OpenAI. Je crois que c'était des ingénieurs chez Samsung il y a un petit moment. Donc c'est extrêmement important. Quand on est sur des données non confidentielles, on peut l'utiliser librement. Quand on est sur des données secrets d'entreprise, il faut faire très attention à ce qu'on utilise. Alors il y a des solutions. Soit utiliser, alors il y a des IA locales qui sont moins puissantes, qui ont 7 milliards de paramètres, qui vont tourner juste sur un ordinateur. Donc c'est ce qui est accessible avec Olama, qu'on peut installer facilement, et des petits modèles d'IA. On peut choisir, on a parlé aussi de Mistral, on a la chance d'avoir un champion en France dont j'ai pas parlé suffisamment, qui a passé en plus un partenariat il y a 2-3 semaines avec le PDG d'NVIDIA et puis le gouvernement pour renforcer les capacités IA, alors au-delà de la France, à l'échelle européenne. Donc effectivement, Mistral AI, ils ont leur serveur en Europe, donc c'est un point fort aussi. Alors DeepSeek, on va me dire DeepSeek, c'est les Chinois, les données partent en Chine. Non, si vous installez DeepSeek localement, les données, elles restent sur votre ordinateur. Donc, si vous avez un modèle DeepSeek, vous gérez bien la sécurité informatique et c'est hébergé chez vous, les données vont pas fuiter. Donc, ça peut être une alternative. Et après, il y a des solutions qui se développent, ChatGPT Privacy, donc qui sont centralisées. Alors, ils vendent du SaaS en mode private, donc protection des données. Alors, après, attention, méfiance, quand les données, elles partent sur Internet, elles sont parties. Donc normalement, c'est private, mais ça reste quand même sur Internet. Donc méfiance quand même. Et après, alors, vous avez Nvidia qui lance des ordis vraiment, des stations de travail IA à 3000 euros, la DGX Spark. Encore une fois, l'IA, ça mange énormément de puissance de calcul. Donc une IA textuelle localement avec un modèle de milliards intermédiaires de données, ça fait tourner pour un utilisateur et on est déjà sur un PC à 3000 euros. Et après, vous avez des sociétés qui se sont spécialisées dans des stations de travail IA pour mettre des ordi, enfin des modèles plus costauds. Là, vous voyez, les prix s'envolent. On passe de 8000 à 27 000 euros. Donc, on est tout de suite sur des choses qui peuvent être très, très, très coûteuses. Les cartes de base Nvidia de calcul, je crois que c'est 25 000 euros l'unité pour les H100, si je dis pas de bêtises. Mais ça coûte extrêmement cher, donc ça demande beaucoup de puissance de calcul. Donc, en alternative, des petits modèles d'IA, là, c'est private. Des solutions size privacy, en faisant attention. Et sinon, c'est les modèles internes d'entreprise. Je sais que BNP Paribas a fait couler beaucoup d'encre parce qu'ils ont lancé une plateforme de LLM interne. Donc ils ont donc un modèle sécurisé parce que ça tourne en interne sur les serveurs de l'entreprise. Très bien. Pour faire un retour sur Macertif, nous on a intégré l'IA générative pour former depuis début 2025 avec donc 4 niveaux de formation. Quelque chose de très simple, un chatbot qui répond à vos questions donc en cours de formation. Donc, vous faites une formation Agile 360. On répond à toutes vos questions sur Safe, sur le PI planning, le Scrum of Scrum, ce genre de choses. Génération de livrables sur la plateforme aussi directement. Donc on génère les livrables avec l'IA générative. C'est une deuxième façon de l'avoir intégré chez nous. On fait des choses un peu plus amusantes. On fait des simulations de management avec IA. Donc l'intelligence artificielle va générer un scénario. Donc c'est elle qui choisit. Vous allez jouer par exemple le rôle de Scrum Master si vous êtes dans une formation agile. Vous allez être mis en situation d'échanger avec le CEO, donc le dirigeant, avec telle ou telle partie prenante, avec les membres des développeurs. Et donc l'idée, c'est que l'IA vous met en situation d'être Scrum Master et c'est à vous de vous défendre en discutant avec elle, en jouant le rôle de Scrum Master. Donc c'est un exemple, mais du coup ça marche très bien et c'est une façon de se retrouver en immersion dans un sujet de formation choisi. Donc ça, c'est simulation de management. Et dernière chose, c'est la consolidation des connaissances. Donc simplement, c'est l'IA qui vous pose des questions. Plus vous avancez dans le parcours de formation, donc ça permet de mémoriser
les concepts plus facilement au fur et à mesure que la formation progresse. J'avais prévu alors un exemple de formation, je pense que ça va être un peu court pour faire ça. Mais sur Agile 360, par exemple, une de nos formations, donc encore une fois, on a des scénarios avec des simulations de management où l'IA, encore une fois, donc, génère une simulation, le scénario et joue les différents acteurs et l'apprenant échange avec. Et surtout, ce qu'on a mis en place, hein, c'est des boucles d'amélioration continue, des feedbacks systématiquement et puis du retour d'expérience. Et nous, on va regarder les simulations, parce qu'encore une fois, il y a toujours un risque que l'IA aille dans la mauvaise direction. Elle peut halluciner. Donc, il y a besoin des formateurs pour suivre, pour s'assurer que ça fonctionne dans des bonnes conditions. Nouveauté 2025, on lance une formation sur l'IA générative, éligible CPF ou finançable directement. Alors, pour vous présenter de manière générale à la fois les concepts de base de l'IA générative, les grands modèles sur le marché, les principes de fonctionnement, ce qu'on appelle le prompt engineering, comment parler efficacement à l'IA. Alors, et puis peut-être aussi utiliser l'IA pour faire du prompt engineering, hein, parce que voilà, ça va de manière, on peut boucler aussi. Tout ce qu'on appelle le RAG, le fait d'aller récupérer des informations et les enrichir par IA générative. Les contenus hors ligne aussi, les petits modèles de données justement sur la logique de privacy. L'AI Act européen. Donc on a cette partie-là sur l'AI Act européen. Donc ça c'est un sujet qui est intégré dans la formation. C'est un sujet assez conséquent parce qu'on a cette norme européenne sur l'intelligence artificielle qui demande des obligations au niveau des entreprises. Donc on s'est intégré dans la formation avec la partie RGPD et une certification qui est validée par France Compétences, qui est donc justement la création de contenu rédactionnel par l'IA générative. Très bien, alors j'ai un peu accéléré pour qu'on termine dans les temps, qu'on puisse échanger. Voilà, il nous reste 10 minutes. Et voilà. Et alors j'ai vu que dans le chat, c'est très bien, je vois que certains d'entre vous ont partagé aussi d'autres solutions. Ouais, c'est le but, hein. Ouais. C'est qu'il y ait des partages entre vous. Encore une fois, ça pullule dans tous les sens. Et puis donc du coup ça nous laisse 10 minutes pour échanger ensemble. Vous puissiez poser vos questions de vive voix, qu'on puisse y répondre ou partager ensemble. Florian, je te laisse la. Dans ce cas, pour les personnes qui ont des questions, qui souhaitent rebondir sur les différents sujets qu'on a pu aborder, ce que je vous propose dans ce cadre-là, c'est de lever la main. Vous avez dans le bandeau de Teams un petit onglet. Vous cliquez sur lever la main, on vous donne la parole, vous débloquez le micro et let's go. Donc ne faites pas les timides. On attend la première question. Pour meubler, en attendant, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui nous demandait mais pourquoi vous n'avez pas cité Gamma ou Mistral, etc. Alors, il n'y a pas du tout de parti pris de notre part. C'est qu'en fait, on a surtout cité des outils qu'on connaît et qu'on a pu plus ou moins tester. Maintenant, comme le disait Grégoire, il y a pas, ça n'a rien d'exhaustif. On n'a pas du tout comment dirais-je, la primeur de ce qui marche le mieux dans vos usages à vous. On a tendance à rappeler quand même quelque chose, c'est que finalement, cette histoire d'utiliser tel ou tel outil, c'est vraiment lié à du métier. Et qu'en fait, l'IA, c'est une affaire d'usage, une affaire de métier plus qu'une affaire de techno. Donc, c'est en fonction de ce que l'on veut en faire, de ce dont j'ai besoin, que effectivement, je vais aller découvrir tel ou tel outil qui répondra plus ou moins bien à mon besoin. Il y avait une question de Antoine. Antoine, oui, bonjour à tous. Merci pour la présentation. Ma question, c'était de savoir, est-ce qu'il y a, vous avez des retours d'expérience sur les besoins d'accompagnement des entreprises pour déployer l'IA? Qu'est-ce qui vous demandent et comment vous y prenez du coup pour les accompagner dans le déploiement de l'IA? Pour être transparent, on est moins positionné sur l'accompagnement, le déploiement de l'IA au sein des entreprises. Je veux un peu de retour d'expérience quand même, hein, parce qu'on fait tous de la veille là-dessus. C'est ce qu'a dit Christophe, hein. Le premier point, c'est que c'est pas un sujet technologique, c'est un sujet métier. Si on l'aborde par l'axe technologique, ça peut être problématique.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a un axe conduite du changement et bienveillance qui est important. Il faut embarquer les équipes, il faut protéger les gens, parce que on peut être naturellement méfiant vis-à-vis de ces outils. Donc le fait d'être dans une entreprise bienveillante qui protège les gens, en fait, quand on regarde dans les benchmarks, c'est là où ça marche mieux en termes de déploiement d'IA. Sinon, on peut avoir de la résistance et les gens vont se méfier. Donc ça, c'est important. Et je pense que c'est un sujet de direction générale, d'avoir des dirigeants qui veulent y aller. Alors généralement, les dirigeants d'entreprise, ils ont compris qu'il fallait y aller, hein, donc ils sont plutôt très moteurs sur ces sujets-là. Et donc après, c'est toute la démarche de conduite du changement, d'expérimentation en continu, de conduite du changement pour embarquer les équipes, et un sujet métier, comme le disait Christophe, pour faire une transformation progressive. Et peut-être pour compléter la réponse de Grégoire, côté Colibri, forcément, c'est des sujets qui reviennent de plus en plus sur notre bureau. Par contre, on va quand même avoir majoritairement des missions qui sont dans la continuité de ce qu'on peut proposer sur de l'IT, sur du digital et autres. Et finalement, l'IA est pris plutôt comme une brique ou comme une expertise supplémentaire qui viendra compléter finalement l'accompagnement du consultant, mais pas forcément des missions uniquement liées à l'IA. On va avoir quelques missions liées au cadrage ou benchmark pour utiliser l'IA, mais il est généralement, on va dire, incrémenté directement dans la partie projet. Comment on fait pour avancer plus rapidement et être plus performant? Ça va être la petite brique, la petite, on va dire, offre supplémentaire que vous allez pouvoir apporter auprès de vos clients, voilà, qui fera de facto la différence. Je voyais une question Merci là. pour vos réponses. Pardon, Antoine. Il y Je avait disais merci, c'est tout. Pardon. Ok. Comment valoriser l'investissement IA dans le TJ proposé, dans le TJM à proposer aux clients? Bah, en fait, je pense qu'il ne faut pas prendre le problème comme ça. C'est plutôt qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre dans votre proposition de valeur que vous n'auriez pas pu faire précédemment grâce à l'IA. En fait, c'est ce que vous allez livrer, hein, c'est cette valeur que vous allez proposer, que vous allez pouvoir valoriser. C'est sûr que c'est pas en marquant dans votre propal que vous allez utiliser ChatGPT que vous allez pouvoir augmenter vos taux journaliers. Mais en l'occurrence, dans le périmètre de la mission, pouvoir dire, bah, moi, by the way, je sais vous fournir des informations ou de benchmark sur telle ou telle situation, ou je peux vous faire un rapport sur tel ou tel axe qui me semble intéressant dans le cadre de la mission que vous nous proposez, bah ça a de la valeur. Et ça, vous allez donc du coup vous différencier et espérer pouvoir monter vos TGM. Mais voilà, c'est pas c'est pas le fait de déclarer que vous utilisez de l'IA qui va vous faire, qui fera parce que tout le monde le fait. Là, c'est quand même votre sujet, c'est quand même de trouver justement qu'est-ce qui va apporter un peu plus de valeur que d'habitude dans votre périmètre, vous, de compétences, de connaissances, etc. Et je pense que les clients, les dirigeants ont bien compris que c'était c'est une vague un peu révolutionnaire, hein, cette IA générative qui va travailler. Donc c'est important de montrer que vous ayez une idée assez précise du sujet, hein, en termes de privacy, d'empreinte écologique, j'en ai pas parlé, mais c'est un vrai sujet, ça mange énormément de puissance de calcul et il y a des contraintes réglementaires européennes sur le sujet, pour les entreprises. Et donc c'est ça, hein, c'est de former, de faire de la veille, de bien connaître tous ces outils, de voir les impacts, comment déployer, parce que c'est un vrai game changer pour les entreprises. Et des gains de productivité aussi. Alors avec les risques que ça comporte, on le parlait avant, hein, faire fuiter les données, raconter n'importe quoi. Donc c'est pour ça que l'humain doit, à ce stade, hein, c'est très important qu'il reste dans la boucle avec un esprit extrêmement critique sur tout ce qui est généré. Donc c'est vraiment apprendre à travailler avec l'IA et se valoriser avec. Je sais pas si on avait des questions plus complexes sur les notions de taille de contexte. Donc, quand on utilise des modèles d'IA générative, il y a de la description des fenêtres de taille de contexte, hein. Donc ça, c'est indiqué. Et après, vous avez des logiciels de tokenizer. Vous copiez-collez vos textes et puis ça vous calcule vos tokens. Ça donne des idées avec des ratios de fenêtres de taille de contexte. Il y a ce genre d'approche qui permettent de travailler sur les fenêtres de taille de contexte.
Très bien. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Il me semble qu'il y avait une question sur la confidentialité, mais ça, je pense on l'a déjà abordé sur les slides précédents. Est-ce que tu as des éléments on va dire, pour compléter ou alors les bonnes approches peut-être à avoir avec le client sur ces thématiques-là? Peut-être aussi pour dédramatiser certains pain points qui n'en sont peut-être pas un, enfin pas, qui n'en sont peut-être pas, finalement. Alors, je ne sais pas si Christophe, tu veux, je t'en prie, Ouais, ouais. où je Non, je réponds. crois qu'en fait, alors moi qui l'utilise dans le cadre de l'émission, je suis assez transparent sur le fait que quand je fais des benchmarks, quand je fais de la création de synthèse d'interviews que j'ai réalisées, je vais utiliser l'IA, mais je leur explique aussi qu'en fait, les informations que je donne à ChatGPT, ça c'est dans mes contrats, en fait, elles sont complètement anonymisées et que de ce fait-là, il n'y a pas de raison de perte de données ou en tout cas de problème de confidentialité. Après, voilà, j'en fais pas plus état que ça. Moi, je considère que c'est pas non plus. Avant, ils nous demandaient pas comment on faisait quand on allait chercher des informations. Bon. Donc, on est des professionnels. Moi, je signe des NDA, vous aussi. Dans vos contrats, vous avez certainement les règles de confidentialité qui vont bien. Dans tous les cas, je vous incite à les inscrire si c'est le cas. Et puis, à partir de là, c'est aussi une relation de confiance que vous avez avec votre client. Évidemment, comme disait Grégoire, je pense que ça coule de source. Vous n'allez pas vous amuser à envoyer des données pour entrer dans la sécurité militaire, je ne sais quoi, de vos clients sur ChatGPT. Il est 13h pile. Ouais. Oui. Je viens de mettre le dernier sondage avant que vous partiez. Sachez que, comme on le disait en préambule, le support ainsi que le replay seront disponibles. On vous enverra une communication dédiée. On mettra également dans la communication un petit sondage, peut-être un peu plus détaillé que ce qu'on a pu avoir ici. Mais l'idée, c'est d'avoir vos retours à la fois sur votre utilisation de l'IA, forcément, parce que c'est le sujet, mais aussi avoir vos retours sur des thématiques qu'on pourrait aborder comme on le fait aujourd'hui en webinar sur un format d'1 heure, des thématiques liées je sais pas, à la gestion de projet ou à des technos en spécifique. On sera preneur de vos retours et voilà, l'idée c'est qu'on vous propose toujours les thématiques qui vous intéressent le plus et qui vous apportent le plus de valeur ajoutée. Si côté m'assertif avec Fatia, Grégoire et Christophe, tout a été, on va dire, tout a été dit. Oui. Oui. On a couvert le sujet. Avant de finaliser et qu'on se quitte, je reviens je rappelle que la semaine prochaine, donc on a notre soirée Colibri Partners qui est le mercredi prochain, 2 juillet, à partir de 18h30 dans les locaux de Colibri. Si vous n'êtes pas inscrit, tardez pas trop parce que les places sont limitées. Vous avez reçu par mail normalement les invitations, donc n'hésitez pas si vous êtes disponible à venir nous faire un petit coucou. Toute l'équipe sera très content de vous y retrouver. Et dernièrement, si vous avez d'autres questions, sachez que Christophe également sera là la semaine prochaine. Donc, je parle en son nom, mais je pense qu'il sera ravi de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets. Absolument.